Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Europe 1 Soir et j'accueille mes chroniqueurs de la deuxième heure. Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Stéphanie. Raphaël Steinville, directeur adjoint des rédactions du JDD. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Stéphanie. Passionné de mer aussi Raphaël. Aussi. Marin, ça tombe bien puisqu'on va parler de l'océan avec mon invité Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la mer, à la veille de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'ouvre à Nice demain. Bonsoir Sabine Roux de Bézieux. Bonsoir Stéphanie. Alors oui, ça s'ouvrira lundi, me dit-on. Merci Capucine Patouillet dans l'oreillette. Alors comment sauver l'océan, hein? La question, Sabine Roux de Bézieux, peut paraître un petit peu abstraite, mais elle pourrait évidemment devenir très concrète dans nos vies quotidiennes. On va en parler avec vous. Alors plus de 30 000 participants lundi, des États, des ONG, des entreprises, des citoyens. Vous êtes l'un des organisateurs. Alors on connaissait le GIEC et la COP pour le climat, mais il n'y avait rien sur l'océan. Les deux sujets sont pourtant très liés. Oui, l'océan, c'est le régulateur du climat. C'est la moitié de l'oxygène qui est émis sur la planète. C'est un tiers du CO2 et 90% des excès de chaleur qui sont absorbés par l'océan. Donc sans océan, pas de vie sur la planète. Et vous avez raison, c'est très étonnant que nous n'en soyons qu'à la 3e conférence de l'ONU pour l'océan, alors que va se tenir en fin d'année la 30e COP climat. Alors c'est quoi? C'est un manque de prise de conscience? C'est l'océan est lointain des yeux, loin des yeux, loin du cœur, et n'a pas été pris en compte de façon suffisante au cours des dernières décennies. Et pourtant, il y a 2 fois plus d'eau que de terre sur la planète. Et oui. Et puis il y a des conséquences qui parlent peut-être plus au grand public, des images, la montée des eaux. Par exemple, je lisais une interview dans Le Point la semaine dernière, Olivier Poivre d'Arvor, envoyé spécial de la France à l'UNOC justement, qui estime à 4 mètres la montée des eaux avec 1 milliard d'humains à déplacer. Alors ça, c'est sûr, tout de suite, le chiffre parle. Oui, la montée des eaux, on a l'impression que c'est ponctuel et puis sur certains endroits de la planète. En réalité, c'est un phénomène inexorable. L'eau va monter et c'est lié au réchauffement des océans qui vient lui-même des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'eau va monter sur tous nos littoraux et on a déjà des premiers réfugiés climatiques, y compris en France. Vous avez des villages à la Martinique ou même à Saint-Pierre-et-Miquelon qui doivent déménager des personnes qui sont déjà en France des réfugiés climatiques. Et déjà, Sabine Roux de Bézieux, des conséquences. On a vu des falaises s'effondrer sur des littoraux français. Est-ce que ce genre de phénomène, est-ce que ça va s'accentuer à l'avenir ? Malheureusement, je dois vous dire que ça va s'accentuer. La montée des eaux conduit à ce qu'on appelle l'érosion du trait de côte, et donc des plages qui disparaissent, des falaises qui s'écroulent. Et bien évidemment, nous appelons les pouvoirs publics à prendre des mesures rapides et à planifier sur le long terme des solutions fondées sur la nature et puis de la relocalisation quand c'est indispensable. Jean-Michel Salvatore. Oui, sur la montée des eaux, moi, je me pose une question assez simple en fait. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Ou est-ce que finalement il est trop tard? Parce qu'on a quand même le sentiment que la mer c'est tellement puissant que finalement on ne s'attaque pas à un phénomène naturel aussi puissant que la mer. Est-ce qu'on peut encore vraiment faire quelque chose? Ou est-ce que là on est face à quelque chose d'inexorable? Alors on peut faire quelque chose pour la limiter. Pour limiter la montée des eaux, c'est continuer drastiquement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Parce que des émissions de gaz à effet de serre, c'est le réchauffement de la planète, c'est le réchauffement de l'océan, et donc c'est ce qu'on appelle une dilatation, et donc l'eau va monter, c'est inexorable. Alors, que peut-on faire très concrètement ? On peut développer ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire replanter des dunes, replanter dans les territoires d'outre-mer des mangroves, des forêts en mer, restaurer nos récifs coralliens, et compter sur la nature, faire avec la nature, alors que depuis des siècles, l'homme a construit son développement contre la nature. On ne peut pas combattre la nature, il faut faire avec elle. Il faut faire avec elle. Raphaël Steinville. Oui, on ne peut pas dire que nos sociétés occidentales, même plus particulièrement européennes, n'ont rien fait en la matière ces dernières années. Mais est-ce que ces efforts ne sont pas vains tant qu'il n'y a pas des solutions qui sont acceptées et partagées par tous? Est-ce qu'on ne se condamne pas finalement, nous, à faire des efforts que d'autres pays ou d'autres continents ne font pas? Oui, c'est le vieux débat en disant on est un tout petit pays et les efforts de chacun ne servent à rien. En réalité, les efforts servent. Sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est certain, notamment parce que nous avons les technologies, nous sommes capables d'investir pour trouver les technologies qui pourront être ensuite développées dans le monde entier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc la France
a cette responsabilité. Comme deuxième espace maritime au monde, on a une responsabilité à l'égard des océans. Et puis nous pouvons agir. Nous pouvons agir pour nos littoraux, nous pouvons agir pour protéger les écosystèmes marins. Sabine Roux-Bézieux, c'est vrai ce que nous dit Raphaël Steinville. Certains pays semblent s'affranchir de la réglementation internationale. Surtout en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de convoitises sur ces océans, avec notamment l'extraction de minerais. Ça va être l'un des objets d'ailleurs de cette conférence des Nations Unies, l'un de ces enjeux. La surexploitation des océans va l'être. Qu'on parle de pêche illégale, de surpêche ou d'exploitation minière des grands fonds marins. Donc oui, on va parler de ces sujets-là. Et n'oublions pas que si certains pays qu'on ne nomme pas ont des velléités d'aller surexploiter l'océan et faire des mines sous-marines. Les États-Unis ne sont pas très présents. Il y a quoi, 150 scientifiques américains, mais c'est pas énorme finalement. Non, mais en fait, dans ces négociations des Nations Unies, vous avez 150 pays, 190 pays, et il y a une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement qui seront présents. Donc certes, vous avez des très grands pays qui ne sont pas présents, mais c'est peut-être eux qui posent problème. Oui, mais les premières victimes, au fond, du mauvais état de l'océan, ce sont les pays en développement. Ce sont des populations qui vivent de la pêche. Ce sont des populations qui n'ont pas les moyens financiers d'aller se protéger contre des phénomènes climatiques intenses. Donc, il va manquer un certain nombre de pays, mais il y en aura beaucoup d'autres qui ont des grosses attentes vis-à-vis de la France. Les États-Unis sont le premier domaine maritime du monde. Oui. Et la France en deuxième, d'ailleurs. Exactement. La France est la deuxième. Je l'ai appris. Et nous avons en France une société civile avec des ONG, des fondations comme la Fondation de la Mer qui sont extrêmement engagées et qui contribuent à faire évoluer les politiques publiques françaises, européennes et internationales. Jean-Michel Salvatore. Sur la prise de conscience, est-ce qu'elle est là, cette prise de conscience sur les dangers que courent les océans? On a vu que sur les réchauffements climatiques, il a fallu quand même des années pour qu'il y ait un consensus quasiment planétaire, sauf peut-être aujourd'hui Donald Trump, mais enfin globalement, il y a quand même un consensus pour dire que le réchauffement climatique est un véritable phénomène. On a le sentiment que sur les océans, la prise de conscience, elle est moins évidente. Moi, je pense que le grand public a bien compris l'enjeu des océans. La question de la surpêche et de la pêche illégale, c'est rentré dans les esprits. La pollution par les plastiques, c'est un sujet qui préoccupe énormément les Français et les plus jeunes. À la Fondation de la Mer, on a un programme qui s'appelle Un geste pour la mer. On a des collectes de déchets dans la nature quasiment tous les week-ends et des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui participent et qui contribuent à nettoyer la nature et faire en sorte que ce plastique n'aille pas sur l'océan. Donc ce que vous dites, c'est la prise de conscience, elle est là. Elle est là. Mais c'est vrai qu'elle est. Oui, Raphaël Steinville, allez-y. Stéphanie évoquait tout à l'heure le fait que Olivier Poivre d'Arvor dans Le Point alertait son frère malgré tout, alertait sur un risque d'augmentation des océans de 4 mètres. Est-ce que ces discours un peu apocalyptiques qu'on entend depuis des dizaines d'années, la vérité, ne viennent pas finalement empêcher une prise de conscience et des solutions raisonnables quand justement, lorsqu'on nous alerte sur une sorte de fin imminente de notre planète, on aurait tendance à renoncer à tout effort? C'est toute la place de la science qui est questionnée ici. Le sommet de la conférence de l'ONU sur l'océan commence par une semaine sur la science, qui est avec des milliers de scientifiques qui tentent de montrer la complexité de la machine océanique, des courants, de la biodiversité, sur lequel on connaît encore quasiment rien. On connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Et donc la place de la science doit reprendre un rôle central pour informer la décision publique. Alors évidemment, il faut pas être alarmiste parce que sinon on pourrait avoir tendance à baisser les bras en disant c'est fichu, on laisse l'eau monter et il y a rien à faire. Le 4 mètres dont parle Olivier Poivre d'Arvor, c'est fondé sur un des scénarios du GIEC qui est le scénario le plus pessimiste. Mais les scientifiques ont revu leur trajectoire et il y a quelques années la trajectoire probable était à 70 cm, la trajectoire probable aujourd'hui, sur les mêmes hypothèses, est à 1,10 m. Et concrètement, ça veut dire c'est une accélération quoi, Sabine Roux-Bézieux, ça veut dire, on le dit toujours, on parle toujours des Maldives qui vont être englouties, mais enfin c'est quoi? C'est Venise, Manhattan, englouties dans combien d'années? Alors, d'ici, disons, la fin du siècle, les statistiques, par exemple, les scientifiques nous expliquent que Pointe-à-Pitre et la zone de Jarry, qui est la zone industrielle de la Guadeloupe, sur laquelle il y a
16 000 entreprises risquent d'être submergées. Sur les 118 îles françaises de Polynésie française, il y en a 78 qui sont à risque. Donc, c'est pas quelque chose qui va se passer au bout du monde, enfin, ou peut-être au bout du monde, mais en tout cas en France, sur des territoires français. Concrètement, ma dernière question, quels vont être les objectifs de ce... Alors, c'est pas un sommet, c'est une conférence, mais on en attend quelque chose de concret ? Oui, on attend la ratification de toute une série de traités internationaux qui ont été déjà signés par les États, mais qui ne sont pas entrés en vigueur. Le plus emblématique, c'est le traité sur la haute mer, qui vise à régler, mettre des règles sur cet espace gigantesque qui représente à peu près la moitié de la surface de la planète, qui nous appartient à tous, à chacun, chaque Français, c'est un bien commun de l'humanité, et sur lequel finalement on n'est pas capable de mettre des aires marines protégées, on n'est pas assez capable de lutter contre la pêche illégale, et il faut que le Far West qui règne en haute mer cesse. Merci Sabine Roux de Bézieux. Je rappelle le nom de votre ouvrage, L'océan préservé, l'avenir de l'humanité, aux éditions Le Thaïlandais. Et puis votre fondation, fondation de la mer.org, si on veut faire des dons. J'ai vu, on pouvait participer. Effectivement, il y a plusieurs causes, en tout cas, que vous soutenez. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.